Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Le CESAC a déposé ce mardi le rapport triennal sur l'action de régulation des médias congolais au président de la Chambre basse du Parlement congolais. Ce rapport prévoit le mécanisme d'encadrement du journaliste sur le traitement de l'info en période préélectorale, électorale et post-électorale. Obama Minaku a également échangé avec les membres de l'Association des jeunes avocats. Les métiers des journalistes est réglementé en République démocratique du Congo et la régulation de cette profession est assurée par le CESAC. Cet organe d'appui à la démocratie, à l'instar de la CENI, est appelé à faire rapport à la représentation nationale. Ce mardi, les membres du bureau du CESAC ont effectué les déplacements du Palais du Peuple pour déposer les rapports triennales au bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Kuntiala-Ndioko, a félicité les membres du bureau du CESAC pour le rapport déposé. Nous sommes venus le déposer au bureau de l'Assemblée nationale parce que c'est une obligation légale. La loi organique qui organise le fonctionnement du CESAC nous impose, nous fait l'obligation de déposer périodiquement un rapport de nos activités au Parlement. Dans ces rapports, le CESAC prévoit l'encadrement des journalistes en perspective du processus électoral. Nous avons tout un plan pour encadrer la presse pendant la période électorale. Nous avons déjà publié une directive en collaboration avec la CENI, une directive relative à la campagne électorale dans les médias que nous allons commencer à vulgariser au début du mois prochain. À leur tour, venus pour demander les parrainages du congrès de jeunes avocats prévu pour le mois d'octobre, reçus par le président de l'Assemblée nationale Obemina Minaku, les membres de l'association des jeunes avocats sont sortis satisfaits de l'audience. Nous sollicitons toujours le parrainage d'un homme public pour donner l'importance à l'événement et nous avions choisi le président de l'Assemblée nationale parce que non simplement il est juriste, mais en plus, c'est une autorité aujourd'hui de notre pays qui pourrait donner à l'événement son importance que nous souhaitons. Je vous le disais en titre, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a ouvert ce mardi les travaux de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail. L'examen et l'adoption du document actualisé de la politique nationale de l'emploi et la question relative au réajustement du SMIC seront au centre des discussions durant ces travaux de 5 jours. Grâce à Lambo. Si on a convoqué le Conseil, c'est que quelque part, les autorités du pays ils veulent booster le social. Et booster le social, pour nous, je pense, la politique de l'emploi, le SMIC et certaines dispositions du monde du travail. Les experts du monde du travail réunis au centre CEPAS pour la 31e session ordinaire du Conseil national du travail vont tabler sur l'examen et l'adoption du document actualisé de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Autre sujet au centre des discussions, c'est la question relative au réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Au cours de cette session, les experts vont également réfléchir sur l'examen de 5 projets d'arrêté en rapport avec le monde du travail. Je demande à chaque participante à cette session de donner individuellement ses positions mûrement réfléchies sur les questions abordées en identifiant les aspects négatifs, les aspects positifs, ce qui manque et suggérer les positions idoines qui mériteraient d'être développées davantage. Les experts du monde du travail se disent déjà rassurés de la mise en application des recommandations qui sortiront de ces assises. Je suis rassurée parce que le vice-premier ministre nous a permis de déclarer qu'à partir de l'instant où le gouvernement a pris la résolution d'organiser le Conseil national du travail, toutes les questions qui sont posées ici, ainsi que les résolutions pertinentes qui en découleront, seront prises à bras le corps par l'autorité du ministère lui-même. La tenue de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail trouve son fondement dans les dispositions du Code du travail en son article 228 qui stipule que le Conseil national du travail se tient au moins 2 fois l'an sur convocation de son président ou à la demande des organisations professionnelles, des employeurs et des travailleurs.
Autre titre, l'Airbus A320 de Congo Airways sera libéré dans les tout prochains jours. Une information confirmée lundi par le Premier ministre Matata Ponyo, sans plus de précision. Bloqué à l'aéroport de Dublin en Irlande, les autorités congolaises n'excluent pas l'hypothèse des fonds au vautour. Plus de précision avec le directeur général de Congo Airways, Claude Kirongozi. Le gouvernement est en train de déployer tous les efforts pour entrer en négociation avec les actionnaires de cette compagnie pour payer la créance et obtenir la créance est voilà 11 millions quelque chose. Le gouvernement avait déjà commencé à payer par le versement d'1,3 million. Et donc le gouvernement, qui est un gouvernement responsable, est tenté de prendre ses responsabilités en main pour poursuivre, disons, l'exécution de cette sentence arbitrale rendue par le CIRDI, le Centre international de règlement des différends, pour que nous puissions obtenir la main levée de la saisie opérée injustement sur l'avion de Congo Airways. Les négociations sont déjà ouvertes au moment où je vous parle. C'est depuis dimanche, aussitôt qu'on a appris la nouvelle, le gouvernement a mis en place une équipe de crise pour travailler là-dessus. Les négociations sont déjà engagées avec la partie adverse. Nous attendons dans les jours qui suivent que la situation soit décantée. Donc vous pouvez confirmer sans peur d'être contredit aujourd'hui que l'avion arrivera bel et bien à Kinshasa. L'avion arrivera à Kinshasa étant donné que c'est l'avion acheté par le gouvernement congolais à travers la société Congo Airways, dans laquelle se trouve comme actionnaire le personnel de Congo Airways. Claude Kirongozi est-il invité de Marlon Kachamou dans l'émission Gros Plan. Dans l'actualité de ce mardi également, la police a lancé des opérations couvre-feu. Ces opérations ciblent plusieurs quartiers et communes de la ville de Kinshasa et ont fait le point avec le commissaire provincial de la police nationale ville-province de Kinshasa, le général Célestin Kanyama. Alors bonsoir, pouvez-vous nous dire exactement ce que la police vise dans ces opérations ? C'est dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la récupération des effets de la police et de l'armée, et dans le cadre de réduire le degré de nuisance des criminels. C'est dans ce cadre-là que nous disons que ces opérations sont menées à travers la ville-province de Kinshasa, sur instruction de l'échelon supérieur. Et quels sont justement les résultats déjà obtenus depuis le lancement de ces opérations ? Beaucoup de criminels ont été récupérés et mis à la disposition de la justice. C'est une bonne chose, c'est ce qui fait qu'actuellement dans la ville, nous sommes calmes. Dernière question générale, parmi les personnes interpellées, on signale ceux qui n'avaient pas de pièces d'identité. Peut-on connaître le sort leur réservé et la durée de leur détention? Il n'y a pas question, nous savons les délais de détention en ce qui concerne la police, nous avons 48 heures et que nous ne pouvons pas dépasser ces délais. Tous ces gens qui ont été arrêtés ont été déférés à la justice. De quoi ce n'est pas la question qu'il faudrait poser à la police. La police, conformément aux instructions que nous recevons du commissaire général, nous ne pouvons pas dépasser des détentions en ce qui concerne la police et que même la justice ne nous autorisera pas de dépasser les délais. Là, on arrête au moins dans 48 heures, la personne doit être impérativement déférée devant les instances judiciaires. Merci, Général Célestin Kanyama, pour toutes ces précisions. Et vous le savez, la ville de Kinshasa a connu dimanche dernier une interruption presque totale de la desserte en électricité. Une deuxième après celle de dimanche 16 août dernier. Une situation qui a suscité le mécontentement des abonnés de la SNEL qui désapprouvent déjà le système de délestage hebdomadaire. À l'origine, les travaux de tirage de câbles conducteurs programmés sur la deuxième ligne haute tension Inga-Kinshasa en construction nécessitaient la mise hors service de la ligne existante. Il faut dire que la deuxième ligne avec une capacité de plus de 400 kV vient suppléer à la demande grandissante due au boom démographique que connaît la ville-province de Kinshasa. C'est donc pour des raisons de sécurité du personnel travaillant sur le tirage des câbles conducteurs que la SNEL a estimé nécessaire de procéder aux coupures de courant
fournis par la première ligne existante. C'est ce que dit l'ingénieur Jacques-Roger Mungamawa, chef de projet de construction de la deuxième ligne Inga-Kinshasa et chef de division ligne département de transport. Nous sommes en train de faire traverser les conducteurs de phase au croisement de la ligne existante 220 kV Inga-Kwilu vers Kinshasa. C'est vraiment très nécessaire, c'est un travail très délicat pour besoin de sécurité. C'était nécessaire qu'on puisse isoler cette ligne pour pouvoir bien travailler sur la deuxième ligne. C'est la firme indienne Kalpataru qui a engagé le marché de construction de la deuxième ligne 400 kV Inga-Kinshasa, n'avait fini de tirer que 4 câbles conducteurs de phase et un câble conducteur de garde à fibre optique, raison pour laquelle une deuxième coupure opérée dimanche 23 août était nécessaire pour enfin terminer le tirage de 2 conducteurs de phase et d'un fil de garde classique. La SNEL tient à cet effet de remercier ses abonnés, mais invite par ailleurs la population congolaise à protéger ses investissements en vue de réaliser l'émergence tant attendue de la République démocratique du Congo. On va prendre les nouvelles en province. Au Sud Kivu, les habitants de Moutaroulé dans la plaine de Ruzizi ont regagné leur village une année après le massacre opéré dans ce village et qui avait fait une trentaine de morts. C'est ce qui justifie cette visite du vice-gouverneur de cette province, Gabriel Kalondamboulou, et Martin Kobler, patron de la MONUSCO, question de réconforter cette population. La vie a repris ses droits à Moutaroulé dans la plaine de la Ruzizi. Les habitants ont regagné leur village une année après l'avoir abandonné au lendemain de massacres perpétrés dans ce village par des hommes en armes. C'est dans cette ambiance de retour au Bercail que le vice-gouverneur Gabriel Kalondamboulou et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC sont arrivés à Moutaroulé pour une visite de réconfort à la population qui, malgré le retour, exige des mesures supplémentaires pour sécuriser le village. Le gouvernement renforce encore la sécurité, surtout au pâturage. Parce que si nous vivons du pâturage et de l'agriculture, afin que les gens puissent aller au champ en paix sans qu'il y ait d'instabilité. Sur place, la délégation s'est inclinée sur les tombes des victimes du massacre du 6 juillet 2014. Le vice-gouverneur a, au nom du gouverneur de province, appelé les différentes communautés vivant dans la plaine de la Ruzizi à s'engager maintenant dans la lutte contre le tribalisme et la recherche de la paix. Pour Martin Kobler, Moutaroulé doit redevenir cet îlot de stabilité où vivent en paix les communautés. Je suis ici pour vous dire, nous soutenons le gouvernement dans leurs efforts de faire la vie ensemble avec vous en paix ici. Après les massacres, après les tueries, nous avons payé respect aussi pour les morts ici qui ont été tués. Malgré les conflits récurrents entre les tribus Bafuliru et Barundi dans la chefferie de la plaine de la Ruzizi, les uns et les autres se disent prêts aujourd'hui à fumer le calumet de la paix en vue de promouvoir une coexistence pacifique et le développement de leur milieu. Et dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, plusieurs cas d'incendie ont été enregistrés en l'espace de 4 jours. Parmi les bâtisses touchées, une usine de fabrication de mousse appartenant au sujet chinois. Des objets de valeur sont partis en fumée. Aucune perte en vies humaines n'est enregistrée. Josué Mouimba pour plus de détails. Depuis le week-end dernier, au moins 2 cas d'incendie ont été signalés dans la ville de Lubumbashi. Parmi ces cas, il y a une usine de production de mousse appartenant au sujet chinois. Nous sommes au quartier Zébatan. Tous les biens de valeur ici n'ont pas résisté devant la colère du feu. Un court-circuit serait la cause du drame, à en croire les témoins sur place. Un autre incendie est survenu au golfe Mounois où un bâtiment abritant plusieurs boutiques a pris feu. À la base du sinistre, un feu allumé dans la parcelle pour se débarrasser des immondices. Dans les cas précités, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Partout, le pire a été évité grâce à l'intervention des voisins au moyen des jets d'eau. Cela par le fait que le camion anti-incendie de la SONAS, sur lequel la ville cupritaire s'appuyait souvent, est tombé en panne. Selon les informations de notre possession, la SONAS
pour des raisons d'assistance sociale, a déjà commandé un nouveau camion anti-incendie. L'engin est déjà sur place, mais se trouve encore sous douane. Responsable de la Société nationale d'assurance, poursuit la même source, aurait déjà introduit une lettre sollicitant l'exonération auprès du ministre des Finances. Or, selon la réglementation en la matière, la DGA n'est pas obligée à exonérer de tels engins. Ainsi, les loucheurs et louchois sont appelés à prendre leur mal en patience en se battant avec les moyens de bord face aux éventuels incendies. Lubumbashi, Jojo Moutumba, Radio Télé 50.